les grandes écoles à la croisée des changements des modèles de développement. Évidemment, on va évoquer toutes les problématiques de transformation que les écoles connaissent, mais également la planète, hein, et la société, l'organisation, toutes les organisations humaines. À l'animation, Julie Joly, directrice générale de l'Obs. Venez à côté de moi, Julie. On présente nos invités, vous êtes d'accord? À deux voix. Alors, la première, je vous laisse le faire. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons avec nous Anne-Fleur Goll, qui a été diplômée d'HEC en 2020 et qui est aujourd'hui consultante chez Deloitte en Sustainability. Et Denis Guibard. Militante, tu ne me laisses pas dire qu'elle a... Ah, militante, ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, Militante, mais tu auras l'occasion de le dire largement pendant qu'elle sera... Denis Guibard, directeur général de l'IMT-BS, BS comme Business School. Alice Guillon, directrice générale de Schema Business School, présidente de la CDEFM. Dominique Méda, professeur de sociologie, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Université que j'aime beaucoup. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hop, on pousse les papiers qui traînent. Et Baptiste Périssin-Faber, merci d'avoir été là, disponible, directeur général délégué par intérim et directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'ADEME. Tu as de la chance, tout le monde est là, parce que les autres conférences, il y avait des personnes en visio. Ah. Là, tout le monde est sur le plateau. On remet le code barre pour celles et ceux qui voudraient intervenir. Il est là. Et nous aurons la joie, le plaisir, l'honneur d'accueillir Jean Jouzel tout à l'heure, qui nous parlera sans doute climat et des actions à mener au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis, il nous tirera quelques conclusions après le débat que tu vas animer. Je te laisse, Julie, c'est à toi. Absolument. Donc, on a 1 heure à peu près. Bon, d'abord, un petit mot pour vous dire que je suis très heureuse d'être là, à double titre. Au titre de mes anciennes fonctions de direction dans une école d'enseignement supérieur qui s'appelle le CFJ, donc ça me rappelle de très très joyeux et heureux souvenirs. Et je sais surtout à quel point les écoles et les grandes écoles sont concernées par le sujet de la transition. Et bien sûr au titre de mes fonctions de direction générale à l'Obs, puisque l'Obs, comme vous le savez peut-être, a à cœur de défendre ces valeurs de la transition et de l'engagement écologique depuis de très 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 longues années. Ce qui lui a d'ailleurs valu d'être le magazine de l'année dernière, puisqu'on consacre une couverture sur 5 à l'environnement. Donc je vous le dis parce que quand même, quand j'entends parler des gens, des acteurs du terrain, ça me réjouit de savoir que ça bouge à tous les étages. Alors, on a aujourd'hui donc autour de la table vos 5 intervenants, et je voulais commencer par leur poser une question, un petit peu la question qui fâche. On a tous suivi des remises de diplômes un peu agitées, un peu houleuses. Avec des étudiants qui pouvaient se plaindre de ne pas avoir été, selon eux, assez bien formés aux enjeux de la transition et des transitions de manière générale, qui s'inquiétaient pour leur avenir, à juste titre, pense-t-il, et peut-être vous aussi. Alors, je voulais demander d'abord à Anne-Fleur, qui a été diplômée récemment et qui a reçu son diplôme surtout 2 ans après être sortie de l'école et qui a fait un très beau discours à cette occasion-là. Si pour elle, ces étudiants diplômés étaient des déserteurs, des bifurqueurs ou des lanceurs d'alerte. Merci, bonjour. Ça dépend lesquels, évidemment, mais si on parle de ceux qui choisissent de bifurquer, de ceux qui choisissent une carrière qui n'a a priori rien à voir avec les études qu'ils ont faites, et surtout qui le revendiquent, comme l'ont fait les étudiants de l'agro, c'est évidemment des lanceurs d'alerte. Ce type de discours, c'est issu d'une déception fondamentale. Personne n'aime avoir à retracer une voie parce qu'on considère que celle sur laquelle on était et qu'on avait choisi ne répond pas du tout aux défis qu'on voit dans le monde ou à ce qu'on aimerait faire nous. Donc c'est avant tout une grande déception et un processus de se dire bon bah du coup qu'est-ce que je peux faire d'autre ? On ne m'a pas particulièrement donné les armes pour aborder les choses autrement, pour répondre vraiment aux défis du monde aujourd'hui tels qu'on les subit déjà. Donc non, pour moi c'est pas du tout un choix qui se fait de gaieté de cœur. Donc c'est certain que c'est aujourd'hui un cri du cœur, vraiment un vrai signal d'alarme sur le fait qu'il faut faire beaucoup mieux et qu'il faut donner les armes nécessaires pour affronter ces défis qu'on va avoir à affronter dans nos carrières professionnelles sur les 40-50 prochaines années. Alice, si vous voulez peut-être enchaîner, parce que je crois que de votre côté, vous avez fait un énorme effort pour entendre ces étudiants, être à leur écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en œuvre ?
Oui, oui, bien sûr. Déjà, bon anniversaire à la CGE. Mais oui. Oui, alors, d'accord avec Anne Fleur, je pense qu'il y a un point qui est très important et que les établissements d'enseignement supérieur et les grandes écoles doivent avoir vraiment en tête, c'est effectivement de pouvoir écouter attentivement les étudiants, mais écouter les étudiants, puisque la chance qu'on a, et on l'a vu dans les tables rondes ce matin, c'est qu'on est présent un peu partout dans le monde et on envoie des étudiants un peu partout. On reçoit aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Et donc, au-delà de la simple écoute j'allais dire, des étudiants de l'Hexagone, et c'est pas du tout une critique, au contraire, je crois qu'il faut être capable d'aller écouter dans le monde entier ce qui est en train de se passer, parce que si on veut agir collectivement, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup à nos jeunesses d'agir collectivement, mais pour qu'ils puissent agir collectivement, encore faut-il partager la même vision de ce qui est en train de se passer dans le monde. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut assurer que les étudiants français, on en a eu l'exemple dans nos écoles, ou étudiants internationaux de nos écoles qui, effectivement, nous poussent et nous sollicitent beaucoup, mais est-ce que les étudiants dans les autres établissements à l'international pensent la même chose et ont la même vision du monde. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit plutôt que de ne faire qu'écouter ce qui serait finalement des sirènes qui soient assises sur un confetti, puisque la France n'est pas non plus le plus grand pays du monde, même si elle est très puissante, il faut être capable d'aller écouter le monde entier. Donc, on a lancé un observatoire mondial des jeunesses. Ça a été un effort de construction pendant 2 ans. Il y a certaines écoles qui sont fondatrices aujourd'hui de cet observatoire, avec d'autres partenaires de l'international. Il y a plus de 40 établissements d'enseignement supérieur qui ont fondé avec nous l'Observatoire mondial des jeunesses. Et pour la première année, on a recueilli plus de 600 000 contributions de jeunes entre 15 et 29 ans qui sont ou non dans des études. On a financé des partenaires des associations mondiales de jeunesse, l'UNESCO, l'ONU. On est avec beaucoup de partenaires dans le monde et on a étudié à partir d'un questionnaire qui demandait à ces jeunes quelle est leur vision de la société, quelles sont leurs plus grandes peurs, qu'est-ce qu'ils attendent au fond et qu'est-ce qu'ils attendent de nous qui sommes plus âgés dans l'éducation, qu'est-ce qui leur a manqué s'ils ont fait des études ou qu'est-ce qui leur manque s'ils n'ont pas fait d'études et comment ils se projettent dans le monde. Et les premiers résultats, on les sortira définitivement au mois de septembre-octobre. Il y a 197 pays et régions qui ont été étudiés. Et là, on s'aperçoit que les jeunes du monde entier ne pensent absolument pas la même chose, n'ont absolument pas les mêmes visions et donc ne partagent pas la même vision de la société. Et donc, si notre responsabilité, c'est de dire il faut les faire agir collectivement dans le monde si on veut porter les transitions, encore faut-il qu'ils puissent partager cette même vision. Et donc, ce qu'on va demander, on a créé une fondation qui s'appelle Higher Education for Good, et cette fondation a pour vocation d'aller accueillir tous les établissements d'enseignement supérieur qui le souhaitent et surtout les professeurs qui souhaitent transformer leurs enseignements ou développer de nouveaux enseignements pour pouvoir toucher tous ces jeunes dans le monde et pour pouvoir leur donner, on ne veut pas leur imposer une vision du monde, mais on veut leur donner de quoi voir pourquoi eux ne pensent pas la même chose que leurs camarades qui sont en France, qui sont au Pakistan, qui sont au Brésil, aux États-Unis ou ailleurs. Et notre pari, c'est de dire qu'à partir du moment où on aura compris où sont les grandes faiblesses, on pourra agir collectivement et comparant ces visions, on leur donnera peut-être les clés pour qu'ils puissent agir ensemble pour porter les transitions. Donc l'idée de cet observatoire, c'est de se dire reposons-nous quelques mois et essayons de regarder ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale et à ce moment-là, on pourra agir ensemble. Et nous, ce qu'on attend, et je finirai là-dessus, établissement français, c'est de continuer avec nous, nos petits, c'est-à-dire de les accompagner, de leur donner l'occasion d'aller rencontrer tous ces jeunes dans le monde et de porter des valeurs, de porter des messages pour qu'ils puissent échanger entre eux et se dire, finalement, non, de notre fenêtre, nous, en Chine ou en Inde, on pense pas nécessairement peut-être la même chose que les étudiants français ou anglais. Et donc, si on se met ensemble, on pourrait arriver à avoir une sorte peut-être de consensus, mais en tout cas de partager des visions pour pouvoir agir ensemble. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'Observatoire et la Fondation. Et d'ailleurs, nous, Skaiman va faire don de la Fondation à tous les établissements d'enseignement supérieur dans le monde qui souhaitent le récupérer pour pouvoir justement agir collectivement. Donc tous les étudiants du monde ne pensent pas la même chose. Les étudiants sont des lanceurs d'alerte, c'est certain, dans leurs écoles et au-delà. Denis, tu me disais que ça dépend aussi des établissements, bien sûr, et que tous les étudiants ne sont pas même éventuellement concernés de la même manière. Oui, France. alors peut-être pour revenir sur la question de départ, déjà, bifurqueur, déserteur, lanceur d'alerte, on a beaucoup entendu à un moment donné le mot de déserteur,
Je crois qu'il faut revenir une seconde dessus parce que c'est un mot qui a souvent une connotation un peu négative, parce que c'est un petit peu fuir le problème, pour ne pas dire le champ de bataille. Je crois qu'il faut aussi se dire que cette notion de déserteur, c'est un message. C'est effectivement une forme d'alerte. Ça peut être aussi un message d'espoir d'une certaine façon. Il y a un certain Boris Vian qui a, bien avant que la Jeune soit née, qui le chantait à une époque. Et je crois qu'il faut garder ce mot-là, même s'il a une connotation un peu difficile. Très certainement, ces bifurqueurs sont des lanceurs d'alerte, sont une pointe avancée. C'est l'avant-garde d'un mouvement. C'est parti beaucoup en 2018, au moment de l'émergence de Greta Thunberg, des grèves du vendredi, du manifeste pour un réveil écologique. Puis les premiers hackers de remise de diplômes, c'était à Centrale Nantes. Après, il y a eu, alors pas forcément dans la chronologie, l'X, AgroParisTech, mais ce qu'il faut bien voir, et c'est un petit peu la réponse à la question, c'est que c'est un très beau mouvement. Ça a un impact très fort parce que c'est ça qui a fait bouger beaucoup de gens, qui a fait bouger beaucoup de directions d'école. Moi, je suis président de vice-président développement durable et RSE de la CGE depuis pas mal d'années. Dans les assemblées générales de la CGE, tous les présidents de commission font un petit speech. Pendant longtemps, mes camarades directeurs d'école, ils faisaient leur mail pendant que je faisais le mien. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, donc ça a bougé de ce côté-là. Ça a fait bouger aussi le ministère. C'est là qu'a été créé le groupe de travail que Jean Jouzel et Luc Abadi ont piloté pour justement mener notre réflexion sur ces sujets-là. Donc ça a été un facteur déclencheur. Mais il ne faut pas se tromper sur ce que c'est qualitativement et quantitativement. Le manifeste pour un réveil écologique, il a été signé par 30 000 étudiants. 30 000 étudiants, c'est beaucoup, et en même temps, c'est très peu. C'est 1% des étudiants français. Donc c'est bien en ça que je dis que c'est une avant-garde. Et dans mon école, mon école, elle est située à Ivry-Courcouronnes. C'est une école qui a 65% de boursiers, qui a une diversité très très grande sur toutes les dimensions. Et les boursiers, chez moi, ils sont pas à l'échelon 0, ils sont plutôt à l'échelon 5, 6, 7. Alors quand j'ai vérifié, aucun étudiant chez moi n'a signé le manifeste. Parce que les étudiants de cette école, et il y en a d'autres dans d'autres écoles qui sont dans la même situation, il faut bien avoir ça à l'esprit. Après. Quand on veut transformer, c'est que ces étudiants, quand on leur parle de sobriété, eux, c'est pas une sobriété qu'ils choisissent en venant de milieux plus favorisés, en ayant conscience de ce à quoi éventuellement ils vont renoncer par un choix conscient, une analyse de la situation. Eux, la sobriété, ça fait 20 ans qu'ils la subissent. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, ces étudiants-là, d'aller les chercher pour qu'ils se mobilisent et qu'ils soient aussi un vecteur de transformation pour accompagner le mouvement de leur école. Donc, la diversité de points de vue, la diversité de perception, la diversité sur les enjeux, elle est mondiale, comme tu le disais, Alice, mais elle est aussi là, tout près de chez nous. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on prenne en compte, parce que ce sont tous ces étudiants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur mobilisation aujourd'hui, qui seront les acteurs indispensables des nécessaires transformations, parce que c'est eux qui vont être en entreprise comme Anne Fleur, demain, ou 1 an ou 2 ans après leur diplomation, et ils vont être, pas les seuls, on pourrait y revenir, mais des vecteurs de transformation extrêmement importants. Et ça, c'est notre enjeu le plus profond, d'embarquer ceux qui ne sont pas bifurqueurs aujourd'hui, qui n'ont pas forcément besoin de bifurquer, mais qui, dans leur fonction, dans leur métier, dans toutes les disciplines, dans toutes les activités des entreprises, seront les vrais acteurs de la transformation. Je vois que c'est difficile pour Anne Fleur d'entendre tout ça, mais tu réagiras tout à l'heure, parce qu'il y a un point qu'il va falloir qu'on apprenne entre nous, c'est à s'écouter bien, parce que je pense que tu verras qu'à mon avis, Dominique Méda, sociologue et professeur de sociologie, à mon avis, répondra ce qui peut-être t'aurais voulu répondre. Donc Dominique, toi, c'est peut-être pas au sujet de tes étudiants que tu peux t'exprimer, mais plus au sujet de tes enseignements. Comment est-ce qu'on accompagne ces étudiants qui sont en plein questionnement ? Alors moi j'ai envie de commencer à dire que finalement c'est pas facile de ne pas former des déserteurs parce que si on enseigne vraiment ce qui est en train de se passer, le changement climatique, le faible nombre de politiques à la mesure des enjeux qu'on met en place, il y a de quoi les rendre déserteurs finalement. Moi j'enseigne depuis 10 ans dans le master de développement durable de Dauphine. C'est peut-être là que c'est en fait le plus compliqué, mais on a aussi créé avec l'ancien président de Dauphine, Ivar Ekland, et une collègue économiste, Stéphanie Mongeon, on a créé il y a 3 ans, je crois qu'on était un peu pionniers, un enseignement obligatoire avec plusieurs ECTS pour l'ensemble de nos étudiants de première année de licence. Et
Alors, je dis que c'est pas facile parce que tant pour ces étudiants qui arrivent de terminale, mais qui arrivent avec des attentes très très fortes, hein, que pour nos étudiants de master, eh bien, lorsqu'on commence à délivrer ces enseignements, à la fois en matière de sciences naturelles, sciences physiques, puisqu'on essaye de tout faire, hein, et puis de sciences humaines et sociales, eh bien, je crois qu'ils passent par une première phase de découragement qui peut leur donner envie de déserter finalement. Et on est quand même, nous, un peu confrontés à nos propres limites, parce que j'ai eu la surprise l'an dernier, alors que nos étudiants étaient interviewés par France Info, on leur demandait ce qu'ils avaient pensé de cet enseignement en première année, et ils disaient « Ah, mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des solutions ». Donc on est vraiment poussé dans nos retranchements. Ils nous demandent des solutions, on les a pas nécessairement, et surtout on n'a pas nécessairement les pouvoirs publics et les entreprises qui suivent. Voilà, donc difficile de ne pas former des déserteurs. En même temps, en effet, on ne forme pas des déserteurs, hein, on forme plutôt des gens engagés. Il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent venir dans le certificat qu'on a créé. On a créé tout un ensemble de formations, hein, donc L1, puis L2, puis un certificat, puis un master, et de plus en plus d'étudiants qui souhaitent venir et qui deviennent alors assistants parlementaires, qui rentrent en politique, qui vont rejoindre les ONG, et donc qui deviennent des gens extrêmement investis, extrêmement engagés. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, hein. Il faut faire attention, alors là c'est la sociologue qui parle, à ne pas dire que toute la catégorie jeune est concernée par cette envie de bifurcation ou de désertion, hein. Il y a, me semble-t-il, une petite partie des jeunes, les plus diplômés, qui sont vraiment intéressés par ces questions, d'où l'urgence, comme bien sûr s'en occupe Jean Jouzel, de diffuser tout cela vers l'ensemble de nos jeunes. Merci Dominique. Baptiste, les jeunes, je sais que c'est une de vos cibles prioritaires. Vous devez travailler avec eux, vous cherchez à les atteindre de manière plus directe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui s'interrogent devant l'urgence ? Alors déjà, j'ai envie de leur dire qu'il n'est pas question de se contenter de déserter ou de lancer des alertes. On n'a pas le temps, c'est sûr qu'on a besoin de bras et de cerveau. Je ne sais pas si on entend très bien, est-ce que le micro est assez... on entend bien ? Est-ce que ça marche ? Vous m'entendez bien ? C'est bien, pardon. Ok. Merci. Alors, dire qu'on n'a pas le temps, donc on a besoin de bras, de cerveau pour accélérer la transition écologique. Et donc nous, en tant qu'agence de la transition écologique et agence des solutions, face à ce cri du cœur quand même des étudiants, et on ne veut pas rester les bras ballants, et déjà, on a essayé nous de comprendre. Donc c'est une préoccupation en lançant à la fois des études sociologiques et puis des sondages pour essayer de bien comprendre ce que pensent les étudiants. Et effectivement, hein, c'est un public hétérogène, mais ce qui se retrouve maintenant, sondage après sondage, c'est quand même l'environnement remonte au niveau comme première préoccupation. Même si ce n'est pas partagé par tous, en tout cas, c'est la première des préoccupations. Mais ce qu'on note, en revanche, c'est qu'il y a une sorte de hiatus entre ce niveau de préoccupation et les actions. Donc souvent une dissonance dans le passage à l'action où ce qui ressort, c'est que comment faire. Et donc c'est là où nous, on intervient. C'est qu'on va apporter aux étudiants à la fois des clés de compréhension des sujets qui sont complexes à travers nos différentes publications, d'études qui peuvent être très expertes ou alors plus vulgarisées. On a un site internet qui s'appelle MTater à destination des lycéens mais aussi des étudiants qui offre donc de l'information vulgarisée. Et puis ensuite, on a des clés pour passer à l'action. Et notamment, et c'était la grosse demande de ce manifeste du réveil écologique, hein, d'avoir du boulot qui a du sens en sortie d'école. Et donc là, on a une plateforme qui recense en fait des parcours professionnels, qui donne des idées de boulot inspirants. On a soutenu une association, les Pépites Vertes, qui est faite par des jeunes, pour les jeunes, et qui recense en fait tous ces nouveaux métiers de la transition écologique. Et puis enfin, on estime qu'on a aussi une responsabilité à l'ADEME pour répondre à ce sentiment un peu d'éco-anxiété là, qui monte, et de donner à voir en fait à quoi ça ressemble un monde neutre en carbone. Donc c'est tout ce qu'on fait sur les scénarios, tout ce qu'on fait sur notre travail de prospective, parce que souvent ce qui est angoissant, c'est quand on ne sait pas vers quoi on va. Et donc on travaille à la fois avec des ingénieurs, des économistes qui vont faire les calculs pour que tout ça reboucle bien macroéconomiquement, etc., mais aussi avec des artistes, avec des gens qui vont nous aider à écrire ces scénarios. On a un partenariat avec le Centre Pompidou, par exemple, où on a essayé pendant tout un week-end de travailler au récit de le monde désirable dans lequel on peut rentrer avec un monde bas carbone.
Et puis on travaille par exemple sur des nouveaux sujets comme la publicité, où on veut travailler sur les imaginaires. Donc voilà, on veut répondre à ce sentiment d'éco-anxiété qui monte. Mais donc le message, c'est non, non, on ne va pas faire que déserter. On entend le cri du cœur, mais ensuite il faut passer à l'action. Anne-Fleur, ça va être ton moment. Alors, non pas forcément pour répondre, même si tu veux préciser quelque chose, mais parce que je crois que tu enseignes maintenant. Tu es venu un peu enseigner ou pas? Tu n'es pas revenu un peu enseigner? Ah non. Pas du tout. Alors, j'ai cru un moment. En tout cas, du point de vue des enseignants, est-ce que tu as vu, toi, quand tu étais dans ta grande école à HEC, ou est-ce que tu vois autour de toi déjà des choses qui changent? Parce que là, évidemment, on est devant l'urgence, encore une fois, et des événements un peu symptomatiques, un peu médiatisés, et les médias ont joué leur part. Il y a derrière tout ça des écoles qui avaient déjà commencé beaucoup de choses et qui ont devant elles une feuille de route très ambitieuse. Qu'est-ce que toi tu vois changer? Est-ce que tu penses que les grandes écoles telles que toi tu l'as connues il y a si peu de temps peuvent assumer de former des diplômés qui soient conscients des limites du monde, j'allais dire décroissants, mais je sais que l'ADEME n'a pas de scénario décroissant, mais on pourrait aller jusque-là, des ingénieurs low-tech, enfin jusqu'où à ton avis on peut aller? Qu'est-ce que voilà, d'une point de vue d'une étudiante et d'une future enseignante, j'en suis sûre. On verra. Non, mais oui, absolument, absolument qu'il faut l'assumer et surtout il faut le faire parce que en fait, ce sera pas un choix pour. Je réagissais, pardon, je réagis, mais parce qu'en fait, j'avais l'impression que l'urgence climatique était une vision du monde parmi beaucoup de visions du monde qui s'opposent. Voilà, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans le monde, dont l'urgence écologique, et c'est plusieurs mouvances, différentes visions d'étudiants, et que du coup, il faut écouter les jeunes et tout ce qu'ils veulent parmi toutes ces mouvances. Ce n'est pas le cas. L'urgence écologique, c'est aujourd'hui un impératif pour toutes les autres mouvances qu'on peut identifier. Donc, ce n'est pas une décision de vouloir écouter les jeunes parce qu'ils sont éco-anxieux et donc il faudrait répondre à leurs attentes. C'est un impératif de transformer aujourd'hui notre système économique et donc de former les futurs acteurs de ce système économique sur, d'une part, comment le transformer et d'autre part, avoir les compétences nécessaires pour y répondre. Et c'est là qu'on revient effectivement dans un monde où dans 30 ans, il y aura très très peu de ressources naturelles. Je peux vous dire qu'un ingénieur qui sait concevoir de manière low-tech aura beaucoup plus de valeur sur le marché qu'un ingénieur qui fait les choses telles qu'on les a fait ces 50 dernières années et qui nous ont mené aujourd'hui à l'épuisement des ressources. Donc en fait, c'est nous donner les compétences. Si je veux devenir concepteur de produits innovants et que j'ai pas appris l'éco-conception en école, eh ben, il va me manquer la compétence clé dont je vais avoir besoin pour mes 40 ans de carrière professionnelle. Donc c'est pas une conviction, c'est juste du réalisme sur ce à quoi nous, on va devoir faire face en tant que professionnels aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit venir des élèves. Vous avez beaucoup parlé d'écouter les jeunes, d'écouter ce qu'ils veulent, etc. Comment voulez-vous attendre de jeunes Chinois, si vous voulez, de 20 ans, qui arrivent pour leur échange en France, pour faire un an en France, qu'ils aient des connaissances sur le sujet alors qu'ils n'ont jamais été formés à ça? Si on nous apprend l'anglais à l'école, c'est parce que on estime que c'est une compétence nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Eh ben, savoir répondre à l'urgence climatique, savoir ce que c'est que les limites planétaires, connaître les scénarios de l'ADEME, etc., ce sont des compétences complètement nécessaires pour nos carrières professionnelles et ce ne sont pas aux élèves de les demander, ce sont aux établissements, aux professeurs de leur enseigner parce qu'ils estiment que c'est nécessaire. On n'apprend pas les maths parce que les élèves estiment que c'est important d'apprendre les maths. Si on attendait que les élèves veuillent apprendre les maths au collège, au lycée, on ne serait pas rendu. Donc c'est parce que c'est absolument nécessaire. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de, bien sûr qu'il faut écouter les jeunes, écouter leurs revendications, il y a des lanceurs d'alerte, etc. Mais il faut surtout prendre ses responsabilités en tant que sachant, en tant que personne étant actuellement au pouvoir de ce qui est enseigné, en tant que professeur, de dire je vais vous enseigner la manière dont le marketing, la finance, tous les métiers qu'on enseigne dans les écoles de la CGE vont évoluer dans les 40 prochaines années pour vous donner les clés. Et tu verras, je pense qu'Alice, tu as des choses à dire là-dessus, parce que vous n'avez pas attendu évidemment que les élèves vous en parlent. Non, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire que, alors il y a deux choses, ce qu'on fait en France et puis ce qui se passe à l'international. Écouter la diversité à l'international nous permettra de mieux agir pour favoriser un apprentissage plus rapide. C'est-à-dire que si on voit que vous êtes beaucoup plus mûrs, par exemple en France, et que certains sont très loin de la balle, il faut justement qu'on puisse adapter des cursus pour qu'ils puissent mieux l'entendre et plus rapidement l'assimiler. Donc c'est dans ce cadre-là que l'Observatoire a été lancé, ce qui
corrobore complètement ce que tu es en train de dire. Le deuxième point, pour rassurer aussi, je pense que le ministère, alors Anne-Sophie l'a pas dit, mais il y a un travail considérable qui est fait, alors qui avait été démarré il y a déjà quelques années, mais qui s'est beaucoup accéléré justement parce qu'il y a eu tout ce mouvement et cette urgence dont tout le monde est très conscient. On est en train quand même d'avancer très rapidement sur l'établissement de référentiels qui vont s'imposer aux établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire personne ne pourra y échapper. Aujourd'hui, on a encore peut-être des petits qui peuvent passer entre les gouttes, de moins en moins, puisque les établissements et notamment les grandes écoles ont beaucoup œuvré, mais dès la rentrée prochaine, ça sera rendu obligatoire dans les premiers cycles, dans les cycles suivants. Donc je pense que la machine est en route. Après, quand on parle d'enseignement supérieur, c'est pas comme si on vendait une boîte de petits pois. Enfin, on le sait tous ici autour de la table. Le cycle de transformation de l'étudiant, c'est un cycle long, et donc il faut véritablement travailler aussi sur les capacités d'apprentissage et d'absorption des petits pour qu'ils soient sûrs de pouvoir mettre en œuvre. Parce que nous, ce qui nous importe plus, c'est d'une part qu'ils aient effectivement les connaissances, mais qu'ils puissent transformer ça en compétences et qu'ils puissent agir derrière. Donc si c'est simplement d'aller rajouter des briques de connaissances qui n'ont pas derrière la capacité d'agir, ça servira pas à grand chose. C'est pourquoi je crois qu'on a pris tous le train là et on est en train de structurer profondément, et cette profonde structure va probablement dans les 10 prochaines années changer considérablement. Mais encore une fois, pour revenir à l'international, on pourra pas faire boire un âne qui n'a pas soif, mais on pourra pas faire apprendre des choses à des jeunes qui le rejettent. Donc il faut travailler avec eux en amont sur quelle est leur capacité d'absorption de ces connaissances. Et c'est là où l'Observatoire aura, je pense, un effet à l'échelle mondiale qui sera beaucoup plus puissant que si on se contente de faire des petites choses dans nos pays respectifs. Merci. Denis, toi tu diriges une école de commerce dans un ensemble d'écoles d'ingénieurs. Donc ça te parle, les ingénieurs peut-être low-tech. Comment est-ce que vous envisagez-vous dans ton établissement cet enjeu de changement de paradigme dans les enseignements? Je crois qu'il faut bien regarder que notre enjeu aujourd'hui, Anne-Fleur l'a dit, c'est qu'on forme les acteurs de demain, mais de demain matin. C'est pas de demain. Et donc, on peut pas imaginer, et ça c'est un discours que les gens dans la salle m'ont déjà entendu tenir depuis un certain temps, on peut pas imaginer aujourd'hui qu'une grande école, qu'elle soit d'ingénieurs, de management, puisse avoir des étudiants qui sortent diplômés de l'école sans avoir une connaissance, mais pas simplement une sensibilisation, une compréhension de ce que sont les enjeux et de ce que sont les impacts de leurs actions dans leur métier, quel que soit le métier. C'est vraiment ça, et d'être en mesure ensuite de prendre des décisions, de faire des choix en connaissance de cause. C'est ça qui est fondamental. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un enseignement, une transformation à 3 niveaux. Et je vais finir par répondre à la question sur les low-tech. Il faut d'avoir un socle de compréhension de ce que sont les limites planétaires. Et il n'y a pas que le changement climatique qui est un enjeu aujourd'hui, même si c'est celui dont on parle le plus. De toute façon, c'est systémique. C'est complexe et systémique. Donc, on ne peut pas regarder ça par un seul petit bout. Mais donc, il faut avoir une compréhension de ce que sont les limites planétaires, de ce que sont les mécaniques à l'œuvre. Si on ne sait pas un petit peu comment fonctionne le phénomène des gaz à effet de serre, sans être un expert de physique, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il faut avoir une idée des ordres de grandeur qui sont en jeu. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, il faut que, pour chaque métier, dans le métier, il y ait la compréhension des impacts, des actions qui peuvent être faites. Ce qui veut dire que nous, dans nos écoles, qu'elles soient d'ingénieurs, de management, d'architecture, Sciences Po, peu importe, il faut qu'on aille donner dans chacune des disciplines la compréhension des enjeux, la compréhension des leviers. Ça veut dire qu'il faut qu'on transforme tous les enseignements. Il faut que ce soit dans la finance, il faut que ce soit dans les RH, il faut bien sûr que ce soit dans tous les sujets techniques. Et effectivement, on ne peut pas imaginer qu'un ingénieur aujourd'hui sorte sans savoir ce que c'est que l'éco-sensibilisation. Mais même en marketing, on ne peut pas imaginer que quelqu'un sorte et devienne un chef de produit sans comprendre ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie et sans être capable de demander à ses ingénieurs de la faire et de lui donner les retours. C'est ça le véritable enjeu qu'on a. Et ça, c'est des transformations extrêmement profondes de tous nos enseignements. Ça veut dire aussi apprendre, parce que c'est complexe, c'est systémique. Il y a des questions et des sujets sur lesquels on n'a pas les réponses encore aujourd'hui ou qui sont sujets à controverse. Il faut aussi apprendre ces éléments-là pour permettre à chacun de se faire son jugement. Il faut apprendre les différentes choses. Donc il faut apprendre effectivement l'innovation frugale. Il faut apprendre la conception low-tech. Il faut apprendre les modèles économiques différents. Alors, le mot décroissance est un petit peu tabou, mais je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. En tout cas, il faut réfléchir au post-croissance. Il faut se dire qu'il faut ralentir ou périr. C'est le titre d'un livre que je vous recommande. Et très intéressant. On peut ne pas être d'accord, mais c'est très intéressant à lire. C'est ça, notre enjeu. Et puis, il nous faut aussi avoir quelques spécialistes verticaux. On aura toujours besoin de spécialistes de l'eau,
des déchets, des experts de la RSE et du développement durable. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est de la RSE à tous les étages, et pas que dans les jeunes générations, parce que si on attend que ce soit nos nouveaux diplômés quand on aura transformé nos programmes, et ça prend du temps, Alice l'a dit, il faut changer les maquettes, il faut former les formateurs, parce que nos enseignements sont basés sur la recherche. Nos enseignants ne transformeront leurs enseignements que s'ils s'estiment légitimes et formés. Donc il y a malheureusement un temps de cycle là-dessus qu'il faut bien reconnaître, et c'est à nous de le travailler. Mais c'est ça, les enjeux. Mais si on attend que 20 générations de diplômés formés avec ces nouvelles approches, on sera dans 20 ans. Et on n'a pas le temps d'attendre 20 ans. Donc il y a un autre enjeu extrêmement important pour tous nos établissements, et ceux qui ne sont pas représentés ici, c'est aussi de transformer les gens qui sont aujourd'hui en place dans les entreprises. C'est la formation continue à tous les niveaux. Le middle management a une capacité, un potentiel de blocage des transformations qu'on sous-estime souvent. Et si on n'est pas en mesure de les former, de les rassurer sur leurs fonctions, d'en faire des acteurs de ces changements-là, on passera à côté de la moitié du problème et de la moitié de la solution. Merci, Denis. Dominique, je crois que tu avais, quand on parle de révolution, c'est une révolution que tu as tentée il y a quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, ce que tu as essayé de faire dans ton université? Oui, alors je suis intéressée par... Le livre. Non, mais par l'allusion aussi à la post-croissance. Alors moi, par exemple, je travaille depuis longtemps. Hein, il y a 20 ans, j'ai écrit sur ces questions-là. J'ai suivi la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi qui proposait de nouveaux indicateurs, etc. Alors ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le risque de schizophrénie de nos étudiants et la difficulté quand même pour un certain nombre de disciplines à se remettre en cause finalement. Schizophrénie de nos étudiants. Donc ils arrivent en économie, on leur apprend un certain nombre de choses, on leur apprend William Nordos, on leur apprend le modèle de Solow, Hartwig, etc. Et donc toutes choses qui nous font penser que, enfin, vous vous souvenez de ce qu'a dit William Nordos, hein, que finalement le changement climatique, ça arrivera dans très longtemps. Bon, donc ils ont ces cours-là, et puis après ils vont venir dans le cours de L1 qu'on leur fait, où on va leur dire, on va leur montrer toutes les critiques de la croissance, on va leur parler de la post-croissance, on va leur rappeler qu'il y a 50 ans, il y a eu quelque chose qui s'appelait les limites de la croissance. Bon, après, on va leur faire des cours de sociologie dans lesquels on leur parle de la société, comme si la société était hors biosphère complètement. Donc, pour eux, d'ailleurs, ils le disent, hein, c'est pas du tout facile. C'est-à-dire, ils ont des cours qui sont juxtaposés dans lesquels on leur raconte des choses extrêmement différentes. Donc, il faut les aider à absorber tout ça. Et puis, d'un autre côté, il y a le corps professoral quand même, hein, avec des gens qui enseignent, je veux pas dire la même chose, mais qui ont il y a des fondements presque anthropologiques aux disciplines qu'il faut absolument revoir. C'est-à-dire, vous savez qu'on a maintenant quitté l'idée du développement durable avec le fait qu'il y aurait ces 3 piliers, que maintenant on vit plutôt avec une représentation en emboîtement, c'est-à-dire il y a l'économie qui est dans la société, qui est dans la biosphère, et donc il faut qu'on comprenne comment tout cela s'articule. Et donc, il me semble qu'une des choses que nous avons à faire, nous, le corps professoral, hein, c'est d'abord beaucoup parler entre nous, beaucoup échanger entre nous, et qu'il faut que d'une certaine manière, on fasse, comme proposait Francis Bacon il y a bien longtemps, hein, un novum organum, un nouvel outil pour articuler nos sciences et pour articuler les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales, en essayant de voir ce que ça signifie que le fait que l'économie et la société doivent être réencastrées dans ces limites planétaires. Je pense que c'est, pour nous, c'est un gigantesque programme, un gigantesque travail pour l'ensemble des disciplines. Je trouve que c'est un super défi. Merci. L'ADEME aide déjà les enseignants, les écoles. Comment vous travaillez avec eux là-dessus? Oui, alors, ça, j'en reparlerai après, mais je voudrais revenir sur les ingénieurs décroissants et low-tech, parce que c'est toujours un peu péjoratif. Et moi, je pense que pour, en tout cas, détendre le débat sur croissance, post-croissance, on est assez pragmatique à l'ADEME, et notre point de départ, c'est de revenir sur quels sont nos besoins et de quelles compétences on va avoir besoin dans un monde décarboné. Et ce qui est sûr, c'est qu'un monde décarboné, c'est pas un monde sans technologie. C'est un monde où il y a de la très haute technologie parfois. Je prends un exemple, là on va publier dans les prochains jours un plan de transition du secteur de l'aluminium. 2 ans de travail avec toute la filière de l'aluminium, et on voit
il y a une technologie émergente, l'anode inerte. Bon, bah, soit on l'obtient, soit on l'obtient pas. Si on l'obtient, bah, tant mieux, mais il va falloir mettre du jus de cerveau, on n'y est pas encore, hein, les TRL sont très bas pour l'instant. Soit on va devoir faire du captage de CO2, donc c'est une autre type de technologie, on ne l'a pas encore non plus sur étagère, et dans tous les cas, on va devoir faire du recyclage, ça c'est sans regret. Donc voilà, donc là, pour dire, c'est que l'aluminium, on va en avoir besoin dans un monde décarboné, pour alléger les véhicules, pour développer les ENR, pour tirer des câbles. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question de nos besoins avant de se dire qu'on va fabriquer des ingénieurs bas de gamme. Après, l'innovation frugale, elle va être clé aussi sur d'autres sujets, par exemple le numérique. Là, on a publié récemment l'impact du numérique sur le changement climatique. En ordre 1, l'impact, c'est la fabrication de nos terminaux, ordinateurs, tablettes, téléphones. Et donc l'enjeu, c'est d'allonger la durée de vie de ces terminaux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une offre de réparation, de reconditionnement beaucoup plus étoffée. Et là, c'est moins rocket science, mais aujourd'hui, c'est très artisanal, la réparation, et il va falloir qu'on industrialise la réparation pour faire durer la vie de ces appareils. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux entrepreneurs, aux ingénieurs low-cost. C'est ce que fait l'ADEME auprès des enseignants et des écoles pour accompagner les programmes. Non, low-tech, pardon. Là, c'était... Excusez-moi. Juste un tout petit point. Low-tech, ça ne veut pas dire que c'est pas sophistiqué. Clairement pas, oui. Low-tech, ça peut être très compliqué. Donc, c'est certainement pas des ingénieurs bas de gamme. Là, je suis pas du tout d'accord. Non, ça c'était mon point pour dire que ça pouvait être vu comme péjoratif par certains, alors que ça l'est pas du tout. Et l'éco-conception, pareil, c'est de la très haute technologie en réalité. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour aider les enseignants et les écoles là-dessus? Alors, pour les enseignants, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une demande croissante. Nous, on sent qu'on a beaucoup de contenu chez nous, nos scénarios, nos études, nos avis de l'ADEME. Et donc là, un peu au cas par cas, on peut faire des interventions dans les écoles, mais avec nos petits bras, on ne va pas pouvoir aller dans toutes les écoles pour diffuser ce type d'informations. Et donc, on est en train de constituer une offre plus lisible à destination des écoles et des universités, qu'on appellera peut-être ADEME Academy ou quelque chose comme ça. Mais nous, l'idée aussi, c'est d'aller après former des formateurs, puisque comme je le disais, on ne peut pas se démultiplier partout. Donc on a un enjeu aussi pour aller certifier la qualité de ces formations. On voit qu'il y a beaucoup de formations qui se démultiplient. Il y a un nouveau marché en fait qui s'est ouvert avec parfois des qualités assez hétérogènes. Donc il y a un enjeu de mettre un peu d'ordre. Et nous, ce qu'on peut apporter à l'ADEME, c'est un peu une sorte de contrôle qualité de ce type de formation. Ce qui est frappant en vous écoutant, c'est que, et là je parle devant Monsieur Jean Jouzel, il y a eu combien de rapports du GIEC pour annoncer la catastrophe déjà? On a tous pris conscience, et j'inclus les médias, de ces enjeux. On a une espèce de sursaut écologique qui est très clair, tout le monde bouge, mais on voit bien que c'est quand même très lent. Et que depuis le premier rapport et les premiers appels, les premières pétitions, les premiers engagements, même ceux qui ont fait des choses, qui ont lancé des choses, il y a évidemment une grosse inertie qui est naturelle dans nos établissements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on se parle franchement, on est en France. Est-ce qu'il y a des freins français auxquels vous vous heurtez? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Est-ce que la conférence des grandes écoles peut agir pour faciliter les actions des étudiants, des enseignants, des directions d'école? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des choses à faire pour vous concrètement? Moi, je vais pas mal rejoindre Dominique Méda sur. Je trouvais ça très intéressant, la notion de schizophrénie. Moi, je l'ai complètement vécu et je pense que c'est pire pour les étudiants qui sont là en ce moment, justement parce que les écoles commencent à se bouger et donc commencent à faire des enseignements dédiés aux limites planétaires, commencent à poser les questions des modèles économiques, de la décroissance, etc., vraiment en cours. Sauf que derrière, les cours de marketing et de finance, ils n'ont pas changé. Donc, évidemment que c'est complètement renforcé. Et donc, pour moi, le frein principal sur ce sujet spécifique du rôle des grandes écoles dans ces enjeux, c'est ça. En fait, c'est vraiment la volonté des administrations, des professeurs de se plonger là-dedans. Les ressources de l'ADEME, elles sont énormes. Et les recherches qui ont déjà eu lieu en France, à l'international, les thèses qui existent sur ces sujets, il y en a énormément. Il y a déjà énormément de contenu. Donc, c'est comment réussir à faire passer ça d'un contenu académique à la salle de classe aujourd'hui et remettre en question, je rejoins aussi complètement, remettre en question les fondements de certains cours, les fondements du marketing qui sont à remettre en question aujourd'hui. Et il faut avoir des professeurs qui ont la volonté de
de se remonter les manches et de remettre en question les fondements de leur propre matière. Ça, c'est un énorme frein. Enfin, quand on a enseigné une discipline pendant 20 ans, pendant 30 ans, je n'imagine pas le courage que ça prend de reconsidérer et d'être face aussi à tout ce qu'on a enseigné pendant 30 ans et à voir l'échec de ce modèle-là. Et à se dire, OK, bon, comment est-ce qu'on fait autrement et que font les jeunes chercheurs, les plus vieux chercheurs sur ce sujet? Comment est-ce que moi, je peux apporter, refaire des thèses là-dessus, continuer mon travail de recherche sur ça pour pouvoir tout de suite et très vite l'enseigner? Merci Alice. Oui, alors le constat est très vrai. C'est assez compliqué de devoir revamper complètement les enseignements, mais je pense que le processus est à l'œuvre et très rapidement, la conférence des grandes écoles agit, informe, communique dans tous les établissements. Je pense que ça y est, le pli est pris, et donc si on a du mal à reformater complètement des cours, j'allais dire fondamentaux, malgré tout, sur toutes les illustrations qu'on peut prendre, les écoles commencent à injecter systématiquement des cas, des sujets, des consulting projects, tout ce qu'on veut autour du phénomène des transitions au sens large. Alors ça met effectivement un peu de temps, mais c'est en train de s'accélérer. En tout cas, on le voit un peu partout. Ça bouge très très vite. Maintenant, il y a un autre sujet. Agir tout seul, ça sera compliqué. C'est-à-dire qu'on soit à côté et avec nos étudiants pour pouvoir faire bouger ça, je pense que c'est indéniable et aujourd'hui tout le monde l'a compris. Mais ensuite, avec les entreprises, il faut que ça bouge. C'est-à-dire que nous, les entreprises nous disent former des petits qui soient vraiment bien préparés à ces enjeux parce que c'est eux qui vont nous transformer parce que nous, on n'y arrive pas aujourd'hui. Et moi, je suis tentée de leur dire, oui, bien sûr, nous, on fait le travail. Et avec les petits, on est totalement alignés. Mais après, derrière, il faut pas que quand ils arrivent, ils entendent un discours qui soit pas du tout celui pour lequel on les a préparés. Parce qu'après, ça peut se retourner contre nous. Et alors, les gamins, pour le coup, ils vont devenir complètement schizophrènes. Pas à cause de champs disciplinaires, mais parce qu'ils vont se dire, non, mais attends, entre ce que j'ai appris et vécu pendant 3 ans dans mon école et ce que je vois en rentrant chez un tel ou un tel, on est à des années-lumière. Donc il faut aussi que le travail soit fait maintenant, véritablement main dans la main, et pas que avec les gens qui sont en responsabilité ou du développement durable ou des ESG. Il faut qu'on arrive à toucher toutes les entreprises, parce que là encore, on pourrait tomber dans un peu de window dressing, et je pense que c'est pas le bon message à passer ni à nos petits, ni à nos profs, parce que les profs s'engagent. Aujourd'hui, en tout cas dans les écoles de management, on le voit à la conférence des grandes écoles, vous avez environ 20 à 25% des travaux de recherche maintenant qui sont engagés pour tout ce qui est développement durable, transition. Et donc ça, c'est bien parce que le mouvement s'est fait en quelques années. Donc ça peut aller très vite. Mais encore faut-il que l'aval soit bien dans le continuum avec ce qu'on est en train de faire. Sinon, ça risque d'être le grand écart. Merci, Denis. Oui, alors je crois qu'il faut jouer sur tous les leviers. Et reprendre ce que je disais tout à l'heure, la RSE à tous les étages et sur toute la chaîne de valeur. C'est un petit peu ce que dit Alice. Il se passera rien dans les établissements d'enseignement supérieur s'il n'y a pas une volonté politique, ou dans la gouvernance de l'établissement. Moi, j'ai été responsable de développement durable et de RSE dans un grand groupe. J'ai vu l'évolution. Alors, je dis pas que c'est parfait. Hein. Tu peux peut-être le citer, le grand groupe. Pardon ? Tu peux le citer, le grand groupe. Oui, le grand groupe, il avait une couleur notoire, il était orange. Voilà. Donc, et ce que j'ai vu à l'époque, avec une avance de phase par rapport au cycle que connaissent les grandes écoles aujourd'hui, et avec éventuellement les mêmes risques et les mêmes défauts, c'est qu'il y avait plein de petites initiatives de gens un peu pionniers. Ils n'étaient pas forcément bifurqueurs, mais ils étaient une avant-garde, un peu partout, plus ou moins sous les radars. Et puis, ça a commencé à bouger. Il a commencé à y avoir des normes, des standards. Il a commencé à y avoir la pression des ONG, des médias, de certains. Et à un moment donné, pour une bonne ou une mauvaise, toujours pour une bonne raison, pas forcément par conviction personnelle, le CEO, le patron, il se dit, là, il y a quelque chose, là, il faut bouger. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que le système se met vraiment en marche. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul, il y a des résistances partout. C'est exactement celle qu'on peut connaître aussi chez nous. Et dans une entreprise, parfois, il y a une gouvernance un peu plus forte que ce qu'on peut faire en tant que directeur d'école par rapport à son corps professoral. Faut pas le nier quand même. Mais on est exactement en train de connaître le même cycle, avec sans doute aussi un moment où on va connaître une phase un petit peu de greenwashing, comme les entreprises peuvent en connaître. Mais à la limite, ça fait partie du mouvement, peu importe. Mais l'enjeu, il est là. Il est de transformer partout. Et on a différents vecteurs.
différents leviers pour agir, la volonté politique. Après, il y a ce qui se passe autour de nos établissements. Alice évoquait les entreprises, la demande. Il y a bien évidemment l'attente et la pression que peuvent mettre les étudiants. Et puis, il y a tout le dispositif autour de nous, les classements, les accréditations. C'est extrêmement important que ces éléments-là soient embarqués dans les accréditations, dans les grades licence, les grades master, dans les accréditations internationales, mais avec les bons éléments d'évaluation. Parce que là aussi, si on veut que dans les accréditations, on soit évalué, il faut que les accréditeurs soient en mesure d'avoir cette expertise pour évaluer, pour justement éviter, là aussi, d'être dans du greenwashing. Donc c'est une transformation globale qu'on a à avoir de l'ensemble des acteurs, et on a, nous, qui sommes peut-être plus engagés que d'autres si on est sur cette scène, y compris avec tous les outils disponibles, de former aussi tout cet écosystème et pas simplement notre cœur. Il y a tout à transformer en même temps, et c'est ça qui est un vrai défi. Alors, il y a plein de ressources, et c'est là aussi qu'on retrouve l'intérêt de réflexion comme celle du groupe de travail qu'a piloté Jean, à un moment donné, pour donner des référentiels, donner des outils. Alors là, on est au périmètre franco-français, les accréditations internationales, on le connaît bien, Alice, dans les écoles de management, elles sont plutôt mondiales. Il n'y a pas exactement l'équivalent dans les écoles d'ingénieurs, mais c'est tout ça qu'on doit bouger ensemble pour faire avancer l'ensemble des vecteurs, amener les enseignants à bouger. Moi, je peux dire à mon prof de finance, il faut faire de la finance verte. S'il n'a pas envie de faire de finance verte, je ne vais pas arriver à lui faire de la finance verte. Hein. Donc, il faudra qu'à un moment donné, il trouve une motivation pour faire de la finance verte, pour ne prendre que cet exemple-là. Et donc, malheureusement, tout ça, c'est systémique, donc ça prend du temps. Dominique, du point de vue de l'université. Oui, moi j'ai la chance d'être dans une université qui est très engagée, hein, puisque je vous disais, Dauphine a lancé dès 2020 ce nouveau programme donc obligatoire, un enseignement obligatoire pour nos 1000 étudiants, quelle que soit la voie qu'ils embrassent, un programme obligatoire de 12 séances sur le changement climatique, qu'on a appelé enjeux écologiques du 21e siècle. On a pu dégager des heures, ce qui n'est pas évident, hein, c'est-à-dire que on a réussi à enlever des heures à certains pour en mettre en plus pour ce programme. On est engagé, on a recruté, on vient de recruter une professeure de développement durable. Bref, tout est bien. Et il y a eu les élections du dernier président. Nos étudiants avaient fait beaucoup pression en exigeant qu'un certain nombre de choses relatives à ces questions-là soient prises en compte. Donc, les candidats avaient été obligés de s'exprimer là-dessus. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, par exemple, les principales résistances, elles viennent de la société, c'est-à-dire des politiques publiques qui n'avancent pas assez vite du tout, des entreprises qui n'avancent pas assez vite, le greenwashing, on en a parlé. Et je pense que la principale question pour nos étudiants, c'est de se demander finalement, ayant toutes ces formations, je dirais, voilà, ils sont bien formés, ils sont éveillés. Est-ce qu'ils vont pouvoir, dans cette société, trouver un métier précisément qui leur permettra de s'épanouir, de réaliser des choses, alors que peut-être justement la société n'est pas encore prête. Donc je pense que c'est ça vraiment la principale question. Est-ce que la société va se mettre en marche suffisamment rapidement pour que eux-mêmes puissent s'engager dans ce gigantesque chantier? Merci. Baptiste? Oui, alors si je peux me permettre de donner quelques conseils en fait aux grandes écoles qui voudraient traiter sérieusement le sujet de la transition écologique, je pense qu'un programme ambitieux de transition écologique devrait s'appuyer au moins sur 3 piliers. Premier pilier, je dirais inclusif, parce que si les grandes écoles veulent former les acteurs et les leaders de la transition écologique, je pense qu'il faut aller les chercher partout. Si on reste dans un recrutement d'un entre-soi de l'élite actuelle, il y a trop d'intérêt acquis pour le statu quo pour que ça bouge vraiment. Donc là, bon, après, ça dépasse le sujet de la transition écologique. De toute façon, l'aspect inclusion des grandes écoles. Ah bah alors voilà, je pense que je suis dans le sujet. Mais ça, je pense que c'est clé. Parce que c'est le sujet de tout le monde et il faut vraiment embarquer toutes les strates de la société. Deuxième pilier, systémique. Ça a été déjà un peu dit, hein, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on recrée un silo disciplinaire. Donc c'est important, alors c'est un peu facile pour l'ADEME, parce que nous c'est notre ADN d'être systémique, mais ça veut dire qu'il faut vraiment irriguer les programmes de cette dimension-là. Alors c'est facile à dire comme ça, j'ai bien conscience qu'en pratique, pour que ça irrigue tous les programmes, c'est pas si facile, et la tentation au début, en tout cas pour mettre le pied à l'étrier, c'est quand même de créer une nouvelle matière, Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut garder en tête cette dimension systémique. Et puis troisième pilier, c'est l'ambition. Je pense qu'il faut vraiment donner aux étudiants les clés
pour discriminer ce qui relève de l'anecdote de ce qui a vraiment de l'impact. Alors parfois l'anecdote est importante, parce que ça crée de la cohérence. Supprimer les bouteilles en plastique, c'est un peu anecdotique, mais mine de rien, ça crée de la cohérence. Mais ça a été indiqué tout à l'heure, les entreprises manquent cruellement de spécialistes des ACV, des analyses de cycle de vie. Alors aujourd'hui, pour faire de l'éco-conception, il faut des ACVistes. On manque d'ACVistes chevronnés en France. Bon, il faut les former. Et c'est d'ailleurs un esprit, c'est une approche très systémique, l'ACV. Et on a besoin aussi donc d'enseignement de rupture dans les business models. Montrer les business models de l'économie de la fonctionnalité, par exemple, c'est ça qui permet de découpler la prospérité de l'usage des ressources. C'est pas ce qui est spontanément, je crois, enseigné dans les business schools. Il y a un enjeu aussi de repenser la répartition de la valeur, un enjeu de repenser les outils de mesure de la performance financière, la comptabilité, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'ambition, puisqu'il y a un gros risque de retour de flamme réputationnelle ou sur le greenwashing, pour parler très, très simplement. Donc je pense qu'il y en a ces trois piliers, inclusion, systémique et ambition. Là, on commence à avoir un programme sérieux. Merci. Moi, je voudrais peut-être, pour terminer, donner la parole quand même à Anne Fleur, si vous êtes d'accord pour ce déséquilibre de prise de parole. Alors peut-être Denis fait ces deux petits points comme ça. Deux petites choses que je voudrais évoquer. Un, on l'a pas évoqué, mais il y a quand même un point important, c'est qu'il y a quand même un enjeu de ressources dans tout ça. Parce que pour transformer les enseignements, il faut que nos enseignants ils aient du temps. Donc ils peuvent pas à la fois continuer comme ils font, faire leur enseignement, leur recherche, et en même temps transformer leur programme. Donc là, c'est des débats qu'on a. Alors je ne sais pas si Anne-Sophie est encore dans la salle avec le MESR sur le sujet, et dans les suites du travail du groupe Jean Jouzel, il y a un vrai enjeu là. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais si on veut être crédible vis-à-vis de nos étudiants et de notre corps professoral, il y avait un petit peu l'histoire des bouteilles en plastique, il faut aussi qu'on walk the talk, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on soit pas exemplaire, mais en phase de progression sur notre propre impact environnemental. Et un des enjeux massifs, c'est notre bâtimentaire, c'est notre immobilier. Et là, il y a besoin d'un flux de ressources aussi pour que nos locaux, nos infrastructures soient alignés avec ce qu'on essaye d'enseigner à nos étudiants, au moins qu'on ait des plans pour les transformer. Puis autre point que je voulais évoquer rapidement, on l'a pas évoqué, c'est les modalités pédagogiques sur tous ces sujets-là. Parce que le cours descendant plaqué sur les limites planétaires ou sur le développement durable, ça peut être à la fois démotivant, voire anxiogène, et je crois qu'il faut de plus en plus, pas que sur ce sujet-là, mais en particulier sur ce sujet-là, aller vers de l'enseignement expérientiel. Travailler autour de cas, de défis apportés par les entreprises. On fait un innovation game sur des sujets de RSE à l'école. Utiliser aussi les postes ouverts en apprentissage, et ça renvoie le lien avec la responsabilité vers les entreprises. C'est l'occasion d'aller faire de la RSE, de la transition écologique, ou on l'appelle comme on veut, concrètement dans l'entreprise pour voir ce que ça signifie exactement avec les impacts, la complexité, la systémique. Et je crois que c'est des points importants aussi à noter. Très important. Je m'en arrête là. Ouais. Anne-Fleur, je voulais te demander, toi qui as donc fait cette grande école, et là on est devant des représentants de grandes écoles, avec toutes éventuellement les limites que tu as pu dénoncer et avec toutes les ambitions que tu as aujourd'hui, et quand tu entends ces désirs de transformation qui sont réels, qui sont enclenchés depuis quelques années, qu'est-ce que tu penses que les grandes écoles encore peuvent faire? Est-ce que tu crois en leur action collective? Est-ce que toi, demain, tu pourrais conseiller à des jeunes de suivre cette voie des grandes écoles en pensant que c'est leur donner aussi les clés de la transformation? Ou voilà, est-ce que dans quelle mesure tu te sens faire partie de ce discours général? Oui, je crois, puisque il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'espérer que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Globalement, aller plus vite, absolument. On parle de transformation en cours depuis plusieurs années. C'est très bien. Et effectivement, là, on parle de transformation de fond. On ne parle pas de choses anecdotiques. Et c'est tout à l'honneur de toutes ces écoles qui ont engrangé ces transformations de fond. On parlait des 25% de recherche dédiés à ces sujets. Très bien. Que sont les 75 autres pourcents? Enfin, voilà, il y a vraiment une notion importante de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu plus important que celui-ci, vu à quel point c'est clé. Et sur le sujet de est-ce que les entreprises, est-ce que la société sera prête aussi à accueillir des gens qui soient aussi bien formés et aussi bien sensibilisés? Oui, elle le sera.
Il n'y a pas de souci. Non, mais bien sûr qu'il y aura un souci et bien sûr qu'il y aura des enjeux de personnes en entreprise qui, comme dans les grandes écoles, ne seront pas au même niveau de connaissance et donc seront sceptiques face à ces jeunes qui arrivent, qui n'ont pas appris la même chose qu'eux. Mais ce sera très bien. Ça créera aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec les entreprises qui, effectivement, ne comprennent pas, ne savent pas exactement ce qu'elles doivent faire. Je pense qu'il faut complètement assumer aussi dans les enseignements qu'effectivement, il y a énormément de solutions, qu'aujourd'hui, ces solutions ne couvrent pas du tout l'intégralité de ce à quoi il faut répondre, mais assumer ce que sont les projets en cours, ça rejoint ce que vous venez de dire sur avoir énormément de cas et se rapprocher effectivement des entreprises pour savoir littéralement, non pas ce qu'elles font depuis 10 ans des cas classiques, mais ce qu'elles sont en train de faire en ce moment pour savoir qu'est-ce que les jeunes diplômés vont faire à leur sortie d'école tout de suite et quelle est peut-être leur vision pour la suite. Avoir vraiment sa approche, mais effectivement, pour moi, la partie clé, c'est la vitesse. C'est-à-dire que c'est pas... je sais que les temps académiques sont longs et que faire des recherches sur un sujet, c'est pas quelque chose qu'on fait comme une infographie ou un post Instagram en 2 semaines. Mais en l'occurrence, c'est nécessaire et vraiment très, très, très important. Non seulement, on a beaucoup parlé de ce qu'il fallait enseigner, je pense que c'est aussi important de mettre l'accent sur ce qu'il ne faut plus enseigner. Et ça, on en a peu parlé. En fait, les histoires de temps, de ressources, peut-être que ces enjeux vont venir s'ajouter à d'autres, mais en fait, ça doit aussi venir substituer. Il y a aussi des choses, il faut aussi faire les choix durs, forts, de ce qu'il ne faut plus enseigner. Et ce qui a été la cause de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, des choses qu'on a enseignées pendant longtemps, qu'on enseigne toujours aujourd'hui, avoir le courage en tant que professeur, en tant qu'administration, de dire que ça, on ne peut plus l'enseigner. Alors là, je suis obligée de te couper parce que mon cœur de journaliste et d'enseignante faillit. J'ai toujours du mal avec les choses qu'il ne faut pas enseigner. En revanche, qu'il faille sans doute faire de l'interdisciplinaire, davantage creuser et ouvrir les enseignements, oui, mais je ne suis pas sûre qu'il faille interdire des enseignements. Alors, à partir du moment où ils sont fondés scientifiquement. Je ne parle pas d'interdire des enseignements, je parle de changer la manière. Aujourd'hui, par exemple, si on prend un exemple très très précis sur les formules qui sont utilisées pour le calcul de risque dans les institutions financières. Aujourd'hui, les institutions financières utilisent toujours ce type de calcul qui ne prennent pas en compte les enjeux environnementaux. C'est en train de changer. Eh bien, on ne peut plus enseigner dans les écoles. On doit renoncer dans les écoles à enseigner tel que c'était fait avant et tel que ça a mené à des choix d'orientation de capitaux vers des énergies fossiles, alors que ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est enseigner dès aujourd'hui, non pas comme le module développement durable à la fin de la 7e session de cours de finance, mais c'est au cœur même de chacune des formules, dire ça, historiquement, c'était comme ça, et aujourd'hui, voici quelles sont les perspectives pour faire en sorte que tous ces financements soient redirigés vers d'autres choses, pour qu'un étudiant qui est intéressé par aller dans le monde de la finance et sorte d'école ne puisse pas simplement appliquer le ROI tel qu'il l'a appris et tel que les économistes l'ont inventé dans les années 50 et qui est toujours en place aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut dire encore quelque chose ? Non, juste pour compléter, et c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un sujet fondamental, c'est l'academic freedom. Maintenant, est-ce qu'on est en train de réfléchir justement avec le ministère suite au rapport Jouzel, c'est aussi de dire si on a des enseignants qui à un moment donné, est-ce qu'on peut nous leur imposer? C'est peut-être pas de reprendre fondamentalement leurs cours et d'arrêter d'enseigner ce qu'ils avaient enseigné, parce que là, on va prendre une grève aussi. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on est, je pense, tous en train de faire, c'est de dire tous les cas, tous les sujets, toutes les approches concrètes, toutes les mesures, toutes les évaluations doivent être faites à partir de cas spécifiques qui prennent en compte les transitions et les ESG, par exemple. Et ça, c'est des choses que les deans peuvent décider. Typiquement, moi, je l'ai fait chez moi, et c'est quelque chose où il n'y a aucune opposition. Et petit à petit, évidemment, ça va faire boule de neige, et ensuite, ça va aboutir au même résultat. Ouais. Denis, tu as déjà eu 3 questions en plus. Excuse-moi, mais non, tu passes. Depuis qu'il est vice-président, Denis, hein. Dominique d'abord. Non, Baptiste non plus. Donc Denis a le droit de dire quelque chose. D'abord, merci, au revoir. Je crois que c'est une question d'alignement, et puis je vais reprendre une formule d'un autre, c'est Youth We Can. Oh, c'est magnifique. On va terminer là-dessus. Merci à tous les 5. Merci. Alors, on met la pression. Je suis désolé, Julie. J'espère que j'ai pas été trop pressé. Pas du tout. Alors, juste une remarque sur le WooClap. Il est important pour les écoles de savoir orienter les étudiants et les jeunes diplômés vers les entreprises vertueuses. Ça sonne à vos oreilles. Elles n'existent pas. En termes de développement durable, les éclairer sur les métiers vieillissants, les outiller
d'études sur la ressource existante. Les acteurs engagés sur la TA2E sont nombreux et méritent de gagner en visibilité. À noter prochainement le salon Talent for the Planet et Ambition Transition. Voilà, c'est le côté agenda, c'est la fin de cette conférence. Merci. On accueille qui, Julie, quand même? Attends, Le maître, l'unique, Jean Jouzel. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci. Tout d'abord, merci bien sûr à Anne-Fleur, à Alice, à Dominique, à Denis et à Baptiste de ces interventions. Alors, je suis censé réagir et ce que je voulais d'abord commencer à, bien sûr, c'est vous souhaiter un joyeux anniversaire. 50 ans, c'est beaucoup. Mais force est de constater que la CGE n'existait pas lorsqu'on m'a délivré un diplôme, lorsque j'ai obtenu mon diplôme. Enfin, obtenu, c'est un bien grand mot, puisque c'était en mai 68 et c'était un peu la panique. Hein, donc, on ne va pas... voilà. Donc, mais voilà, j'ai quand même un diplôme de l'École supérieure de chimie industrielle de Lyon, donc très bonne école de chimie, qui a fusionné pour... disons, maintenant, ça s'appelle CPE Lyon, Chimie Physique Électronique de Lyon. Voilà, mais voilà, j'ai remis les diplômes cette année devant un bon millier de personnes au Palais des Congrès de Lyon. Il n'y a pas eu de bifurqueur. Voilà, pour revenir à ce qui a été dit, j'ai bien apprécié effectivement toutes vos interventions sur la diversité des jeunes. Mais je ne dis pas que je l'ai échappé belle, finalement, j'aurais peut-être été très heureux de remettre les diplômes à AgroParisTech en 2021, mais c'est ce que j'ai fait en 2020. Et je peux quand même vous dire que même en 2020, je les ai remis à Grignon, donc aux élèves c'était le parrain d'une partie de la promotion en 2020, et je peux vous dire qu'il y avait, sinon, bien sûr, disons, je dirais ces bifurqueurs qui se sont exprimés, il y avait quand même beaucoup d'expressions d'un besoin de plus d'enseignement dans les disciplines qui nous concernent aujourd'hui. Donc, c'est quand même... bon, ce que j'ai apprécié, cette vision que vous avez eue. Moi, vraiment, un point que je partage, et c'est la question que je me pose et qu'on doit se poser ensemble. Cette transition, elle est devant nous. Effectivement, le réveil écologique, c'est beaucoup, 30 000 étudiants qui le signent. Le manifeste, c'est peu, 1%, et c'est souligné. Et la question que je me pose, la question que je vous pose, est comment entraîne-t-on une génération, l'ensemble d'une génération dans cette transition qu'ils vont soit épouser, soit subir. Mais c'est bien ça le problème. Cette transition, elle est devant nous. Comment prépare-t-on les jeunes d'aujourd'hui au monde de demain ? C'est bien cela dont il s'agit. C'est pas simplement le climat, c'est pas simplement... Effectivement, cette transition, c'est quelque chose de très large pour moi. Ce n'est pas... Je parlerai un peu de climat, évidemment, très rapidement, mais ce sont tous les autres problèmes environnementaux, que ce soit la perte de biodiversité, mais aussi, bien sûr, tous les problèmes de pollution, d'accès à l'eau. Mais c'est bien au-delà, tous les aspects culturels, économiques, sociétaux. Et Baptiste l'a rappelé, moi j'étais très heureux d'être invité je crois que c'était en décembre dernier, Baptiste, donc tu organisais, l'ADEME était co-organisateur d'une soirée où je suis intervenu, je crois qu'il y avait Camille Etienne en particulier, d'autres, sur cet aspect. La question qui nous était posée était la transition écologique était culturelle. Et voilà, et 2 jours avant, j'avais été invité, 2 ou 3 jours avant, la même semaine, j'avais été effectivement invité à aussi dire, disons, à intervenir à la cérémonie d'ouverture de la manifestation organisée par les Échos, cette fois sur l'économie. Donc on voit bien que cette dimension très large, et bien sûr les aspects sociétaux sont bien là. Donc c'est cela qui est important, c'est cette très large, la transition écologique. Alors on en a parlé à travers, voilà, on peut en parler, on peut l'aborder de différentes façons. Je pense que disons, les limites planétaires est une bonne façon de l'aborder. On peut aussi l'aborder à travers les objectifs de développement durable.
Bien sûr, je crois qu'il est toujours intéressant de dire cette urgence par rapport au climat. Pourquoi? Parce que, bien, disons que l'urgence climatique, elle va conditionner quand même beaucoup notre mode de développement, je crois, de façon très, très claire. Alors avec cette idée qu'il faut bien avoir en tête que ce mode est là, cette diversité au niveau international qui a été soulignée par Alice, et bien là, tout le monde n'a pas, et on le voit bien, quelle que soit la génération, tout le monde n'a pas du tout il n'y a pas une vision planétaire de cette transition qui est là devant nous de toute façon. Le monde de demain sera différent de celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, il le serait même sans problème lié au réchauffement climatique. Il faut bien se rendre compte de cela. Donc, oui, l'urgence climatique, elle est là. C'est vrai que c'est bon. Cette semaine va être approuvée, disons vendredi, samedi, peut-être même dimanche, le rapport de synthèse du GIEC qui nous dit la réalité du réchauffement climatique. Voilà, donc, qui nous dit son lien avec nos activités, l'ensemble de cette transition, l'ensemble de ce réchauffement est attribuable à nos activités de façon quasi certaine, qui nous dit que, et ça c'est important, qui nous dit que ce que nous vivons aujourd'hui et ce que notre communauté envisage depuis plus d'une quarantaine d'années, je dirais, depuis le rapport Charmier en 79, voilà, en termes de rythme de réchauffement, depuis l'accélération d'élévation du niveau de la mer que nous vivons aujourd'hui était tout à fait prévue, mais c'est vrai aussi que depuis la fin des années 90, nous n'arrêtons pas de redire collectivement, bien sûr, ce risque d'intensification des événements extrêmes, plus violents, plus intenses. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, je dirais, d'une certaine façon, a été dit, et ça doit nous inciter à accorder de la crédibilité à notre communauté scientifique. Et cette crédibilité ne nous a pas été vraiment accordée. Et si on se demande pourquoi, peut-être est-ce justement parce que l'enseignement à cette transition n'a pas été fait depuis 30 ans, 40 ans, ou que ce soit d'ailleurs. C'est bien une des raisons pour lesquelles la crédibilité n'a pas été accordée. Alors, disons, la crédibilité, elle est très simple, je ne vais pas être trop long. Voilà, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement, nous irions vers 4 à 5 degrés. Et si je vous parle des conséquences, eh bien, vous constaterez que ne rien faire n'est pas la solution. D'ailleurs, on le sait depuis la Convention climat en 92. À l'autre extrémité, eh bien, on nous dit que, effectivement, pour que les jeunes, et c'est bien notre objectif collectif, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés au réchauffement climatique, il faut que ce réchauffement soit limité. Alors, dans le cadre de l'accord de Paris, eh bien, on insistait plus sur une limitation bien en deçà de 2 degrés, et on comprend bien que pour limiter le réchauffement climatique, eh bien, ça veut dire effectivement neutralité carbone, et plus on est ambitieux dans l'objectif, plus cette neutralité carbone doit être atteinte rapidement. Accord de Paris, on parle plus d'une neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle, puisqu'on parle plus de 2 degrés, et puis depuis le rapport 1,5 degré, on voit quand même qu'il serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement si celui-ci était limité à 1,5 degré, et on arrive à cette neutralité carbone en 2050, qui dans notre pays est inscrit dans la loi, et que finalement une bonne centaine de pays ont plus ou moins, à travers différents canaux, alors ça peut être des engagements tout à fait informels, mais disons, on commence à considérer cette neutralité carbone à horizon de 2050 comme un objectif. Notre problème, alors on voit bien que ça a des conséquences sur tout. Disons, bien sûr, les conséquences économiques sont très... Donc voilà, là, le lien est très fort. Les conséquences dans toute l'organisation de nos sociétés, on le voit bien. Voilà, donc cela c'est bien au cœur. Alors la réalité, c'est que en fait, entre ces engagements dont on parle, dont une centaine de pays parlent, que notre pays a affiché, et la réalité, eh bien, il y a, disons, un fossé immense. Disons que nous allons de façon collective et tout à fait, disons, voilà, nous y allons clairement vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est 2 fois trop par rapport à ce qu'il faudrait pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans difficulté. Donc voilà, donc il faut, voilà, donc c'est quand même, les jeunes d'aujourd'hui ont un rôle très important à jouer. Alors il y a ceux qui, alors je
je pense vraiment avec deux ou trois points forts. Donc, je me suis beaucoup intéressé à la Convention citoyenne sur le climat. Donc, il y a beaucoup de choses à faire qui sont intéressantes. Les rapports bien sûr, je connais bien les rapports de l'ADEME, mais aussi ceux de RTE sur l'énergie sont extrêmement importants parce que ce volet n'a pas été abordé par les citoyens. Mais voilà, il y a beaucoup d'actions qu'on doit faire, qu'on peut faire. Alors, je sais que moi, je pense vraiment que quel que soit le secteur d'activité dans lequel les jeunes d'aujourd'hui s'engageront, il n'y a pas un seul secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ces problèmes de limites planétaires ne sont pas mon problème. C'est ça qui est important. Et je crois qu'une façon d'envisager la transition écologique, eh bien, c'est finalement de s'en préoccuper dans sa vie de tous les jours, mais aussi de la porter dans sa vie professionnelle. Et c'est ce à quoi j'engage tous les jeunes d'aujourd'hui. Et cet engagement, évidemment, je remercie d'ailleurs Frédéric Vidal et je remercie aussi Sylvie Retailleau d'avoir repris le flambeau. J'ai été très heureux d'être invité, alors je ne suis pas enseignant du tout, mais j'ai été très heureux d'être invité avec Luc Abadi et beaucoup d'autres. Certains sont ici, donc bien sûr, Gérald en particulier qui a joué un très grand rôle. Eh bien, merci à vous tous. Nous avons travaillé pendant près de 2 ans sur ces rapports, sur ce rapport sur l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est le titre définitif et celui, en fait, c'est intéressant, c'est celui inscrit dans la loi. Maintenant, c'est une mission de l'enseignement supérieur que de former et sensibiliser à la transition écologique, au développement durable. Ça, c'est très important. Ça a été, c'était un peu différent au départ de notre feuille de mission. Mais il y a quelque chose qui est resté, et j'en terminerai là, je ne vais pas être trop long, mais comment allons-nous faire, comment allez-vous faire pour que 100% des étudiants, quelle que soit la filière, et bien sûr cela vaut pour toutes les filières, soient effectivement formés et sensibilisés à cette transition. Alors je vois bien le défi, mais c'est le message que je souhaite vous donner. Allez-y, je compte sur vous, on compte sur vous, disons disons, voilà, c'est vraiment très important. Alors je sais, Alice l'a souligné, c'est pas pareil dans tous les pays. Denis, tu l'as souligné, c'est pas pareil dans toutes les écoles. Je sais très bien, mais cette transition, chacun doit. Il y a différentes façons d'agir. Moi, je suis aussi par rapport à d'autres, je suis plus pour l'action. Voilà, donc ma façon parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété et tout ça, je pense que la seule façon d'aller de l'avant, c'est l'action. D'un autre côté, j'ai passé du temps à discuter avec Pablo Serling de la collapsologie. Donc je vois bien, moi je pense que la meilleure route, c'est quand même l'action. Je sais, il ne faut pas être naïf, 1,5 degré, ça sera très difficile, sinon impossible, mais 1/10 de degré, ça compte. Et vraiment, ça va être répété, et je crois qu'il faut, et que cette transition, elle est vraiment très large, c'est vraiment le mode de fonctionnement de nos sociétés, tout le monde est concerné. Et voilà, merci à toutes les écoles, à toutes ces écoles. Alors d'abord, bon anniversaire, continuez à bien travailler. Mais vraiment, merci, parce que je sais que vous le faites pour beaucoup d'entre vous, de prendre au sérieux cette tâche que vous avez de former, de sensibiliser vos jeunes, tous vos jeunes, avec, je le comprends très bien, des déclinaisons différentes à cette transition écologique et au développement durable. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli quelques minutes. C'était vraiment, et merci aux 5 intervenants. J'ai trouvé le débat extrêmement intéressant. Merci beaucoup.